Bonjour, bienvenue à tout le monde à la séance d'information pour les personnes nouvellement déléguées syndicales pour le congrès 2025 du SCFP. Cette séance va durer 1 heure, elle va être enregistrée. On va parler de quelques éléments très importants du congrès. Je commence cette séance en disant que je reconnais que je me retrouve ici sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples Musqueam, Squamish, du Quaquam, des peuples, et je reconnais les nombreux territoires de l'ensemble de l'île de la Tortue à partir desquels vous vous joignez à nous. Nous sommes honorés d'être ici en tant que personnes invitées de cette terre dont les peuples autochtones ont pris soin et qu'ils continuent d'en prendre soin. Nous vous invitons à prendre un moment pour penser à l'endroit où vous vivez présentement et à honorer le peuple de la terre. Pensez à votre relation avec l'endroit où vous vivez, travaillez et interagissez. C'est notre demande pour honorer le passé et le présent et rester connectés aux pratiques de décolonisation. Pendant les 2 heures à suivre, nous allons vous offrir 2 séances. Il va y avoir une séance pour les nouvelles délégués pour 1 heure et ensuite, nous allons passer à notre formation sur l'intervention communautaire. Mais avant de commencer, on veut vous présenter une petite vidéo de notre président national et secrétaire trésorière. Hey everybody, bonjour tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle formation pour les nouveaux délégués pour le congrès 2025. J'aimerais vous dire merci de votre temps d'être avec nous aujourd'hui. Le congrès est l'instance suprême de prise de décision. C'est là où on va décider le cours de notre avenir. Le CFP prend des décisions démocratiques lors de nos congrès depuis plus de 60 ans. Vous vous joignez à une tradition très fière. Dans les 45 prochaines minutes, vous allez apprendre beaucoup sur comment le congrès va fonctionner. Vous allez apprendre sur les résolutions et modifications statutaires ainsi que les élections de caucus et générales. Vous allez apprendre comment fonctionnent les votes et les débats. Je suis certain que vous allez avoir beaucoup de confiance sortant de cette formation quant à votre rôle que vous pouvez jouer lors du congrès. J'ai bien hâte de vous voir au micro. Tous les délégués au congrès jouent un rôle important, mais en tant que premier délégué, vous avez tous un rôle à jouer. Vous avez tous des opinions et des idées dont on peut tous et toutes bénéficier. Alors, utilisez bien cette occasion pour pouvoir guider notre prise de décision. Je sais que ça pourrait être intimidant pour les nouveaux participants, mais vos perspectives sont très enrichissantes et nous espérons que vous allez avoir la confiance de participer au congrès suite à ces formations. C'est votre congrès. Assurez-vous que l'on puisse écouter votre voix et que vous fassiez entendre. Merci d'être venu à cette formation. On a bien hâte de vous voir. Merci et bon congrès. Excellent. Et d'abord, je présenterai notre équipe. Nous avons Chantal avec nous. Nous avons Yami, Liz et moi-même, Justin. Nous allons animer la séance aujourd'hui. Nous avons le Chaya, Tammy et d'autres pour ce qui en est du soutien technique. À l'écran, maintenant, vous allez avoir quelques autres des outils que nous allons utiliser aujourd'hui. Vous pouvez utiliser la version questions et réponses ou la version clavardage pour parler aux hôtes de la réunion avec votre pleine participation aujourd'hui. Nous avons fermé le clavardage pour l'atelier. Nous utiliserons des sondages tout au long de la formation. Vous pouvez utiliser la section questions et réponses. Vous verrez à l'écran ce à quoi ressemblera votre carte de vote. Vous allez l'utiliser tout au long du congrès pour voter sur les résolutions. Nous lancerons un sondage dès maintenant pour voir qui se trouve dans la salle. Alors d'abord, notre première question du sondage, d'où vous joignez à nous au pays? Alors veuillez répondre maintenant. Où êtes-vous situé? On voit beaucoup de réponses, excellent. Voilà. Et maintenant, partageons les résultats. Excellent. Je constate donc qu'il y a des gens venant de partout et c'est une de nos plus grandes forces au SCFP. Nous sommes tellement heureux que vous joigniez à nous d'une côte du pays à l'autre. Et Chantal, vous avez la parole. Donc, maintenant, nous allons parler du congrès. Alors, c'est quoi
le congrès national du SCFP. C'est l'instance décisionnelle suprême, donc c'est l'instance qui est la plus élevée au SCFP. Le congrès a lieu tous les 2 ans et en tant que personne déléguée au congrès, vous avez été choisi pour participer pleinement à l'établissement des priorités du syndicat, prendre des décisions au sujet de ses politiques et élire ses dirigeants. Au congrès, les personnes déléguées des sections locales et d'autres organismes détenant une charte du SCFP débattent des résolutions qui établissent la politique du syndicat et des amendements proposés au statut du SCFP. Et elles votent sur ces derniers. Donc, les personnes déléguées élisent également les dirigeants nationaux et tous les autres membres qui siègent au Conseil exécutif national. Nous allons maintenant lancer un nouveau sondage pour voir qui a déjà assisté à un congrès provincial ou au congrès national. Si on peut partir la vidéo. Le sondage, excusez. Donc, avez-vous déjà assisté à un congrès national ou provincial? Je vous invite à inscrire vos réponses. Alors, on remarque que nous avons 36 % des personnes qui ont déjà assisté, mais nous avons aussi 64 % des gens qui n'ont jamais assisté à un congrès. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous allons parler maintenant des congrès. Comment ça se passe? Attendez, comment ça se passe le congrès? Eh bien, au congrès, les personnes déléguées débattent de 2 types importants de propositions et votent sur ces dernières. Donc, nous avons en premier les résolutions. Les résolutions, ce sont des propositions qui demandent que le SCFP prenne une mesure spécifique, adopte une position ou encore fait campagne sur un enjeu. C'est les résolutions qui reflètent les priorités des sections locales, des divisions et des comités. Il y a des exemples qui incluent des demandes pour une mobilisation publique en matière de soins de santé, une meilleure éducation des membres ou encore une action au niveau climatique. Donc, si c'est ça, ça a été adopté par un vote de la majorité, elles deviennent une politique syndicale officielle et elle oriente le travail du SCFP entre les congrès. Maintenant, nous allons mettre dans le clavardage un lien dans le chat qui vont vous amener directement vers les statuts du SCFP. Parce que maintenant, nous allons parler de la deuxième type de proposition, à savoir les amendements statutaires. Donc, les amendements statutaires, ce sont des propositions pour changer les statuts du SCFP national. Ce sont les règles fondamentales qui régissent notre syndicat. Les amendements peuvent traiter de la structure du SCFP, peuvent aussi de la façon dont les règles fonctionnent, puis les règles qui régissent les sections locales aussi. Pour changer les statuts du SCFP, ça requiert un vote à la majorité des 2 tiers et ainsi les résolutions peuvent être adoptées. La majeure partie de ce qui se passe dans la salle des congrès, bien, ce sont des débats, ce sont des votes au sujet justement de ces résolutions-là et des amendements statutaires. Nous allons maintenant lancer un autre sondage. On aimerait savoir si votre section locale a présenté une résolution ou un amendement statutaire. S'il est possible de mettre le sondage.
Je répète la question, est-ce que votre section locale a soumis une résolution ou un amendement au statut? Donc, je crois que toutes les réponses sont maintenant entrées. Alors, on va partager le résultat. On a 20 des personnes qui disent qu'ils en ont soumis, 39 non, et 41 ne savent pas. Donc, on a quand même beaucoup de résolutions qui sont soumises en très peu de temps. Alors, le Congrès en reçoit quand même beaucoup, autant des résolutions que des amendements statutaires, et on ne pourrait réalistiquement être débattre tout ça en une semaine. C'est pourquoi, pour gérer le tout, nous avons 2 comités importants, c'est-à-dire le comité des résolutions et le comité des statuts. Ces comités vont examiner tout ce qui est présenté et vont recommander ce qui sera présenté aux personnes déléguées du Congrès, dans quel ordre et quel jour et où on va en débattre. Par conséquent, ce n'est pas toutes les résolutions et ce ne sont pas tous les amendements statutaires pour lesquels il va y avoir une discussion et un vote. Alors, c'est pourquoi il est possible que certains membres et certaines sections locales s'organisent et exercent des pressions sur les comités afin qu'ils priorisent certaines propositions pour le débat. Donc, vous trouverez un exemplaire de toutes les résolutions et de tous les amendements statutaires présentés dans votre trousse de personnes déléguées afin que vous puissiez suivre, trouver ce dont on débat et prendre la parole aussi si vous le désirez. Maintenant, on va parler de comment fonctionnent les résolutions. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Justin. Observons comment fonctionnent les résolutions au Congrès. D'abord, les résolutions et ou modifications vont être proposées par le comité et ensuite on va en débattre. Vous pouvez l'appuyer ou vous y opposer. En tant que délégué, vous pouvez prendre la parole. Donc, premièrement, une fois que la présidence a lu la résolution et a lancé le débat, vous verrez 2 micros. Un sur lequel, en fait, il va y avoir plusieurs micros, mais un sur lequel il sera indiqué pour et l'autre contre. Si vous voulez vous exprimer en faveur de la motion, vous allez au micro pour. Si vous y opposez, faites file au micro contre. Lorsque c'est votre tour, commencez en disant « Je m'appelle Justin, par exemple, délégué de la sélection locale 1, 2, 3, 4, par exemple. » Vous pouvez ajouter vos pronoms aussi, si vous le choisissez. Et ensuite, énoncez clairement votre position. Vous pouvez parler en faveur de la résolution ou contre cette dernière, ou vous pouvez soulever une motion, en fait, et on va en discuter par la suite. Soyez respectueux dans vos commentaires et rappelez-vous que chaque personne déléguée dispose d'un temps de parole de 3 minutes. Une fois le débat terminé, la présidence procédera au vote. Chaque personne déléguée ayant une lettre de créance a droit à un vote. Cela signifie que si vous avez été enregistré et si vous avez obtenu une lettre de créance pour le Congrès, vous avez plein droit de vote. Les personnes déléguées suppléantes n'ont pas le droit de vote. Habituellement, le vote a lieu en utilisant les cartes de vote qu'on vous demanderait de monter ou de les montrer lorsqu'on vous les demandera, ou des systèmes de vote électroniques. Lorsqu'une résolution est soumise au vote, la présidence demandera toutes les personnes pour, puis toutes les personnes contre, et là, c'est à ce moment-ci que vous levez vos cartes. Si la majorité des personnes déléguées votent pour, la résolution est donc adoptée. Pour les amendements statutaires, tel que mentionné plus tôt, un vote à la majorité des 2 tiers est requis pour qu'ils soient adoptés, et c'est ainsi que fonctionnent les résolutions et les amendements statutaires. Nous allons donc maintenant faire un exercice pratique. Alors donc, moi, je vais jouer le rôle de président. Et alors, on va avoir une résolution. La prochaine résolution au parquet, c'est... Prochaine résolution, s'il vous plaît. Le SCFP national va adopter le biscuit aux pépites de chocolat comme biscuit officiel du SCFP. Et normalement, on fait juste lire la résolution, mais là, vous pouvez le lire pour vous-même. Voici ici ce qui a été soumis par le comité. Alors, ça a été proposé et appuyé par le comité de résolution. Nous allons maintenant ouvrir le débat. On a un intervenant qui va parler au micro pour. Bonjour, mon nom est Chantal Bourgeois de la section locale
1, 2, 3, 4, je vais me prononcer en faveur de la résolution. Je me prononce en faveur parce qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré que ce sont les biscuits aux pépites de chocolat qui sont les plus populaires. Aussi, il a été démontré que les biscuits aux pépites de chocolat donnent une énergie extrême à nos membres. Et comme nous voulons nous représenter et s'adresser à la majorité des gens du SCFP et répondre aux besoins de la majorité de nos membres, alors j'invite les délégués à voter en faveur de cette résolution. Merci. Merci. On voit maintenant qu'il y a quelqu'un qui est contre. Bonjour, je proviens de la section locale 5678 et j'aimerais dire... pardon. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous parlez contre cette résolution, oui. Donc, moi, je suis contre le fait d'avoir les biscuits aux pépites de chocolat comme étant le biscuit officiel parce qu'ils ne sont pas délicieux, en fait. Ils n'ont pas une bonne consistance lorsque trempés dans le lait et ce n'est pas un biscuit que j'aime particulièrement. Alors donc, j'interviens contre le fait qu'il y a un manque de consistance aussi, en fait, il y a un manque de fiabilité pour ce qui est des biscuits avec gluten et sans gluten. Alors, c'est les raisons pour lesquelles je m'exprime contre les biscuits aux pépites de chocolat. Merci. Maintenant, il y a beaucoup de gens dans la salle. Le délégué, la déléguée au micro 3. Je suis Tina Carlisle, section locale 381. J'aimerais question préalable et qu'on clôt le débat. Alors, le débat a été, une proposition de clore le débat a été proposée. Est-ce qu'il y est appuyé? Oui, proposition proposée et appuyée et débattue. Alors là, nous allons aller au débat. Alors, utilisez le sondage ici dans Zoom pour voter, pour mettre fin au débat quant à cette résolution d'importance capitale sur les biscuits aux pépites de chocolat. Alors, c'est comme lors du congrès. Il y a beaucoup d'emballement dans la salle en ce qui a trait au processus de vote, n'est-ce pas? Donc, on en a les résultats maintenant. Je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Alors, nous avons une majorité de 70 le débat est donc clos sur cette résolution. On a mis fin au débat et maintenant, nous allons voter sur la question suivante. Est-ce que le SCFP national adopte le biscuit aux pépites de chocolat comme le biscuit officiel du SCFP? Alors, il y a beaucoup de votes qui rentrent. On sort le sondage une fois de plus. Veuillez s'il vous plaît voter sur cette résolution d'importance capitale. Je pense que le sondage a été fermé trop tôt. Redébutons-le. Voilà. Alors, vous êtes donc saisi de cette résolution. Veuillez voter maintenant, s'il vous plaît. C'est excellent de voir une forte participation en partageant les résultats. Donc, nous avons une majorité qui appuie la résolution. Alors, le SCFP national va donc adopter le biscuit aux pépites de chocolat comme étant le biscuit officiel du SCFP. Merci à tous nos délégués, toutes nos délégués pour votre participation. Nous allons maintenant discuter d'autres motions possibles. Alors, on vient d'en voir une, en fait, une motion. Vous pouvez aussi prendre parole au micro, mais vous pouvez aussi présenter certaines motions de procédure. Voici les plus fréquentes. On a d'abord une motion pour mettre fin au débat, c'est-à-dire on peut parler de question en anglais, question préalable en français, mais en fin de compte, c'est une motion pour mettre fin au débat. Il faut présenter cette motion au microphone. Ici, il y a donc un vote et ensuite, si le vote passe pour mettre fin au débat, on vote sur la résolution. De plus, si une personne déléguée croit qu'un règlement a été enfreint, elle peut soulever un rappel au règlement et vous dites rappel.
des fois en fait, au plus fort possible. La présidence annoncera donc une pause des procédures pour entendre la préoccupation. Et donc, on rendra ensuite une décision pour voir si le règlement a été enfreint. C'est lors de points importants où la présidence ou quelqu'un pense qu'il y a un règlement qui a été enfreint. Donc, ensuite, le président, si il est d'accord, elle est d'accord avec vous, ils vont régler l'enjeu. Mais s'il y a un désaccord, ensuite, on peut aller en faire appel de la décision de la présidence. Et c'est en le faisant, vous faites la contestation. Alors, vous allez au microphone et vous dites que vous contestez. Et donc, si Ensuite, il y a des raisons qui sont expliquées derrière la contestation et c'est ensuite les délégués qui vont décider si la décision de la présidence est maintenue ou renversée. Renvoi au comité maintenant. Maintenant, on a un grand congrès et on ne peut pas amender les résolutions. Si vous pensez qu'il y a un enjeu critique qui doit être adressé dans une résolution, vous pouvez faire un ordre de renvoi. On ne peut pas expliquer malheureusement les raisonnements derrière notre renvoi, mais on peut tout simplement proposer le renvoi. Mais c'est peut-être un intervenant, un délégué qui pourrait expliquer les raisons pour lesquelles il ou elle veut que son envoi le renvoie. Et donc, la résolution va donc être envoyée au comité de résolution et le comité des amendements statutaires pour ensuite euh, décider là-dessus. Ensuite, vous, les délégués, vous avez le droit de participer à ce congrès et si quelque chose interfère avec votre capacité de le faire, comme du bruit, la température, le son, vous pouvez soulever une question de privilège. Alors, une fois de plus, vous allez au micro et vous dites point de privilège, question de privilège, et là, vous expliquez brièvement le problème. Et ensuite, par la suite, la présidence va faire de son mieux pour essayer de régler le problème. Et voici les motions, les différentes motions qui peuvent être présentées lors du congrès. Et là, je vais redonner la parole à Chantal pour ce qui en est des élections. Oui, exactement. Nous allons maintenant examiner comment fonctionnent les élections dans le cadre du Congrès national du SCFP. Donc, quels postes sont élus? Les élections ont lieu pour quelques postes importants, c'est-à-dire les dirigeants nationaux, donc un président ou une présidente et un secrétaire trésorier ou une secrétaire trésorière, ainsi que les syndics nationaux. Ces postes sont élus par toutes les personnes déléguées et qui ont des lettres de créance et présentes dans la salle du Congrès. Les autres postes, comme les vice-présidents généraux, les vice-présidents régionaux, les vice-présidents à la diversité, eux sont élus au sein de leur caucus. Donc, vous trouverez les heures et les lieux spécifiques pour chaque élection dans le programme du Congrès. Maintenant, regardons acclamation versus élection. Si une seule personne est mise en candidature pour un poste, à ce moment-là, elle est élue par acclamation. Ça signifie qu'aucun vote est nécessaire et la personne va être élue automatiquement. S'il y a plus qu'une personne mise en candidature pour un poste, à ce moment-là, nous allons passer au vote. Quand on a un vote, la majorité, elle est requise pour être élue. Donc, une personne candidate doit recevoir la majorité des votes. C'est plus que la moitié, pas seulement la plupart des votes. Donc, ça prend vraiment une majorité 50 plus 1. Alors, s'il y a 3 personnes candidates ou plus et que personne n'obtient une majorité, il va falloir voter à nouveau. La personne ayant reçu le moins de votes est retirée à chaque ronde et on va poursuivre le vote jusqu'à ce qu'une personne reçoive la majorité. Habituellement, le SCFP utilise le vote électronique pour les élections
Mais ce processus peut aussi se dérouler en utilisant des bulletins de vote papier. Si nous utilisons des bulletins de vote papier, veuillez écouter la présidence attentivement. Elle va vous dire quel numéro de bulletin utiliser pour ce vote. Donc, vous allez aussi entendre des gens crier le numéro pour aider les autres. Donc, une fois que vous avez voté, des membres du personnel se promènent dans la salle avec les boîtes de scrutin et vous devrez montrer votre lettre de créance de personne déléguée avant de déposer votre bulletin dans la boîte. Si on utilise le vote électronique, à ce moment-là, vous aurez besoin de votre dispositif de vote et la présidence d'élection va vous donner les directives sur la façon de voter. L'une de vos plus importantes responsabilités en tant que personne déléguée, c'est le vote dans le cadre des élections du SCFP. Parce que ça aide à voir à ce que notre syndicat reste démocratique et responsable. Alors, on vous encourage et on vous remercie d'y participer. Maintenant, les caucus et les forums, comme on en a parlé un peu plus tôt, on va parler de ces deux événements parce que vous allez voir que dans le cadre du programme du Congrès, vous allez trouver les caucus et les forums aussi comme information. Alors, les caucus. Les caucus permettent à des groupes spécifiques de membres de se réunir et de discuter d'enjeux qui les affectent directement. Par exemple, le SCFP tient des caucus pour les travailleurs autochtones, les personnes travailleurs en situation de handicap et les personnes travailleurs noires et racisées. Donc, ces caucus sont ouverts à toute personne qui s'identifie comme faisant partie de ce groupe et c'est un endroit qui est sécuritaire et propice où ce qui est possible de partager des expériences, de discuter de stratégies, travailler sur des priorités communes. Il y a aussi certains caucus qui jouent un rôle important dans l'élection des vice-présidents à la diversité, comme le caucus des personnes travailleuses autochtones et le caucus des travailleurs noirs et racisés. Donc, si vous voulez voter dans le cadre de l'une de ces élections, vous devez vous inscrire à l'avance au local des inscriptions du Congrès. Il y a aussi des caucus régionaux, comme le caucus de Saskatchewan, qui sont ouverts à toutes les personnes déléguées de la région. C'est un excellent endroit pour coordonner les stratégies, encore là, discuter des enjeux régionaux et obtenir du soutien pour les résolutions. Maintenant, les forums. Donc, les forums, c'est un petit peu différent. Ils sont ouverts à tout le monde, peu importe l'identité et peu importe la région. Ils se concentrent sur des enjeux et des campagnes clés sur lesquelles le SCFP travaille. Donc, cette année, on a 4 forums en soirée. Le forum sur les droits de la personne, sur la justice mondiale, sur les pensions et sur la santé et sécurité au travail. Les forums, c'est une excellente occasion d'en apprendre davantage, d'entendre des conférenciers ou conférencières, de poser des questions, d'établir un lien avec d'autres personnes déléguées qui partagent vos intérêts. Vous trouverez dans toute information qui concerne les heures et les endroits pour les caucus et pour les forums, toujours dans votre trousse du Congrès. Donc, assurez-vous de consulter l'horaire et prévoir du temps pour assister à ceux qui sont importants pour vous. Parce que ces rassemblements sont une partie importante du Congrès. C'est là que la solidarité grandit et que la création d'un mouvement s'amorce. Parlant de solidarité aussi, on a le réseautage et les activités sociales. C'est une autre des parties qui est très intéressante de participer au Congrès national du SCFP, car c'est l'occasion de rencontrer d'autres membres du SCFP partout au pays. Vous allez avoir l'occasion de créer des liens, de partager des idées, d'en apprendre les uns sur les autres,
que ce soit au sujet de stratégie de négociation, de lutte au travail ou de comment bâtir des sections locales plus fortes. Ces relations sont une partie importante de la façon dont nous développons notre mouvement et nous faisons preuve de solidarité en tant que personnes travailleurs à travers le pays. Le village du SCFP. Le village, c'est un endroit qui est excellent pour créer des liens et pour pouvoir aussi vous rencontrer. On peut voir ça un peu comme étant une foire syndicale. C'est un endroit, en fait, où vous pouvez vous rassembler, explorer, magasiner et aussi apprendre. Donc, le village du SCFP, c'est un lieu de rencontre pour toutes les personnes déléguées. C'est aussi un marché où vous pouvez vous procurer de la marchandise du SCFP, comme des t-shirts, des vestes, des macarons, des livres, etc. Le plus important aussi, c'est un endroit pour apprendre au sujet de nombreux services, soutien et campagnes que nous offrons au SCFP. On offre ça aux membres et aux sections locales. Donc, prenez le temps d'aller l'explorer. Il s'y trouve beaucoup de choses qui vont pouvoir vous aider, vous, et aussi votre section locale, à vraiment reprendre le pouvoir. Dans le cadre du congrès, nous avons aussi des activités sociales. Il va y avoir une réception pour les personnes déléguées le dimanche soir. Il va aussi avoir une activité sociale du congrès le mardi soir. Outre les réceptions, il y a aussi des espaces, donc c'est une salle de rencontre ainsi qu'une salle de repos qui est disponible pour les personnes déléguées. Et aussi, on a un espace de détente qui est disponible pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, je vais vous parler de l'application du congrès. Alors, l'application du congrès vous aide à trouver tout ce dont vous avez besoin. Vous allez, la diapositive vous indique un code QR dans lequel vous pouvez directement maintenant télécharger pour avoir l'application du congrès. On met aussi dans le clavardage, vous avez un lien, on va vous mettre ça, qui va vous indiquer comment vous rendre pour avoir accès à l'application qui est disponible en ligne aussi. Donc, l'application du congrès va vous donner un ordre du jour détaillé avec des cartes interactives, le matériel contenu dans la trousse du congrès. Et ce matériel-là, ça inclut les résolutions, les rapports et des renseignements généraux. Vous allez aussi avoir des renseignements au sujet des conférenciers, conférencières et des personnes invitées, des mises à jour et des annonces qui vont se dérouler pendant le congrès. Puis il y a aussi 2 documents que vous devriez examiner en tant que nouveau délégué. Le premier s'appelle « Règles » et le deuxième est intitulé « Comment fonctionne le congrès ». Ces 2 documents-là couvrent ce que nous avons parlé aujourd'hui et même plus. Alors, on vous invite à obtenir l'application du congrès à partir d'aujourd'hui et aussi à partir de l'application Apple App Store et de Google Play. Vous n'avez qu'à chercher Congrès du SCFP. Donc, vous pouvez avoir accès à l'application en ligne à l'adresse qu'on vous a partagée dans le clavardage. Maintenant, pour ce qui est des trucs, je passe la parole à toi, Justin. Alors, quand on est nouvellement délégué à un congrès, ça peut être vraiment un peu difficile, pas évident, mais c'est le moment de vraiment prendre la parole et de vous prononcer. Alors, quelques trucs et astuces en prévision de la tenue du congrès. D'abord et avant tout, gardez votre macaron. C'est la manière dont vous pouvez entrer dans la salle de congrès sur le parquet. Ensuite, le carton de vote électronique.
ainsi que les bulletins de vote. Alors, assurez-vous de les avoir à portée de main au moment des scrutins lors des caucus et sur le parquet du Congrès même. Donc, le truc par excellence, gardez cela à portée de main. Cette trousse de Congrès est remplie de renseignements précieux, le programme, les règles de préséance, et cela vous permettra d'être davantage sensibilisé au bon déroulement du Congrès et de fil en aiguille plus confiante. Et comme on a dit précédemment, ces renseignements figurent dans l'appli également. Parfois au Congrès, on est un peu distrait, et même si vous prenez pas tout de suite la parole, être à l'écoute du débat, ça c'est très important pour être sensibilisé aux enjeux qui touchent les membres de part et d'autre au pays. C'est bien d'en apprendre davantage sur le tas, sur le parquet du Congrès pour mieux comprendre les défis que doivent relever les membres à l'échelle du pays. Parfois, on veut se prononcer, on veut prendre la parole. Si vous avez été élu comme délégué, vous êtes là pour représenter votre section locale. Donc, n'ayez pas peur de vous présenter au micro, il faut partager votre point de vue pour poser une question. Vous avez tous aussi autant le droit de poser des questions que tout le monde, que quiconque. Profitez des pauses, des repas, des caucus, des forums, le village du SFP pour réseauter, pour tisser les liens avec les uns, avec les autres. Ces rapports l'on construit permet d'en apprendre davantage sur les autres et de se lier d'amitié. Prenez des notes sur les décisions clés. Vous êtes un représentant de votre section locale, et donc il faut faire rapport à votre section locale. Donc, prenez des notes au sujet des enjeux prioritaires pour votre section locale et vous allez fournir en fin de congrès un rapport à l'ensemble des membres de vos sections locales. Alors, rappelez-vous que tout le monde sur le parquet du congrès a été assisté à un moment donné à leur premier congrès. Donc, vous êtes là pour façonner l'avenir du SFP. Nous tenons à vous remercier d'avoir assisté à cette formation. Restez à l'écoute pour la formation sur les interventions communautaires. Merci du temps que vous nous avez consacré et on va vous revoir sous peu. Excellent. Fabulous. All right. Je m'appelle Yamiliani et j'utilise les pronoms elle. Et nous allons parler des interventions communautaires, l'implication communautaire. C'est une séance bilingue. Et donc, cela permettra de s'attaquer au harcèlement en milieu de travail, de même que dans le cas du congrès. Certaines parties de la séance seront fournies en français et les autres en anglais. Moi, je m'appelle Liz, j'utilise les pronoms elle, et l'énoncé de l'égalité est lu à haute voix lors de tous les événements. Comment faire respecter cet énoncé lorsque nous sommes témoins de torts qui minent l'énoncé de l'égalité? Nous allons nous pencher là-dessus au cours de la prochaine demi-heure. Nous n'allons pas tenter de résoudre tous les problèmes qu'a connus la SFP. Nous sommes là pour cerner les objectifs, pour reconnaître le harcèlement et de soutenir les membres qui connaissent le harcèlement dans nos espaces syndicaux. Si vous vous sentez déjà confiant pour dénoncer les malfaiteurs, on vous encourage à continuer à le faire. Si vous reconnaissez un comportement de harcèlement, mais vous n'êtes pas prêt à le signaler, on va vous donner les outils dont vous avez besoin. Si vous n'y avez pas songé auparavant, on va vous aider à le reconnaître. Une fois que la séance sera terminée, vous serez mis à même de cerner et de repérer un comportement de harcèlement. Je cède la parole de nouveau à Yami Plani. Nous allons débuter à l'aide d'un sondage pour déterminer si vous êtes à même de reconnaître un comportement de harcèlement. Alors, êtes-vous en mesure de reconnaître le comportement harcelant lorsque vous le témoignez? Alors voilà les possibilités. Il vous reste encore 10 secondes. Donc, 72% d'entre vous ont répondu la plupart du fois, 21% parfois et 9% plutôt toujours, systématiquement.
Alors, merci beaucoup. Parlons maintenant de ce en quoi consiste le harcèlement. Ce sont les mots offusquants et ou un comportement qui ne sont pas les bienvenus. Il y a 3 éléments à cette définition que nous allons passer en travers. Le comportement constitue un harcèlement si c'est perçu comme étant offusquant par l'autre personne et qu'une personne raisonnable considérée comme non désirée ou inappropriée. Donc Chantal va présenter le premier élément du harcèlement. Le premier élément, c'est l'intention par rapport à l'impact. Donc, l'intention par rapport à l'impact, pour ce qui compte, c'est l'impact que les paroles ou les gestes ont subi sur la personne, et ce, peu importe l'intention derrière l'impact. Si les effets des mots et ou des comportements sont blessants, peu importe si l'intention n'était pas de nuire. Un des mots plus clairs, ce qu'on dit, c'est que si les mots ou le comportement ont un effet néfaste, il importe peu que l'intention n'était pas de nuire. Par exemple, si quelqu'un raconte une blague homophobe, peu importe ce qu'il voulait dire, même si c'était seulement d'être drôle, ce qui compte, c'est l'impact que le comportement a eu sur la personne visée et non l'intention du harceleur. Cela a tout de même un impact négatif et ça constitue du harcèlement. Donc, c'est l'impact de la blague qui compte et non l'intention de celui qui la raconte. Maintenant, voyons si un seul incident suffit pour que cela soit considéré comme du harcèlement ou s'il faut une série d'événements. Alors, action isolée ou répétitive. Excusez. On considère souvent le harcèlement comme un comportement répétitif. Un seul incident grave peut être considéré comme du harcèlement s'il y a un effet nuisible durable sur la personne visée. Ce qui importe, c'est l'effet et non l'intention ni la fréquence. Donc, souvent, nous considérons le harcèlement comme un comportement qui est répété, mais un seul incident grave peut être considéré comme du harcèlement s'il y a un effet néfaste durable sur la personne visée. Encore une fois, ce qui importe, c'est l'effet, pas l'intention, ni la fréquence à laquelle cela se produit. Maintenant, pour parler du troisième élément, je vais passer la parole à Yami. Merci Chantal. Le troisième élément, c'est le mot raisonnable. Le comportement constitue un harcèlement quand la personne ciblée estime que ça leur causait du tort et c'est nuisible, c'est façonné par les expériences du passé. Une personne raisonnable peut s'attendre à ce genre de réaction. Donc, personne ne peut simplement dire « Ah, je ne savais pas que c'était une blague raciste ou homophobe ou sexiste ». Il est attendu que nous sachions que les comportements racistes et homophobes soient inacceptables. Il ne faut pas donc engager dans ce comportement et qui plus est, les membres du SFP doivent être ouverts à changer leur comportement et à en tirer des leçons. Il faut être à l'affût des préjugés, des partis pris qui puissent donc les empêcher de reconnaître leur comportement comme étant du harcèlement. Parlons davantage des causes profondes de ces préjugés, de ces Ici, un diapo sur la roue de l'intersectionnalité. Et on va insérer le lien également dans le clavardage. Le harcèlement, c'est l'exercice du pouvoir mené par une personne par rapport à une autre. Parfois, les communautés entrent en ligne de compte. Il s'agit de pouvoir et de discrimination. Les gens qui n'ont pas connu les formes de discrimination auront peut-être plus de difficultés à le reconnaître comme tel. Plus nous sommes donc dotés de privilèges, plus il est difficile que de reconnaître les comportements harcelants et nuisibles. Comme vous pouvez le constater dans cette route d'intersectionnalité, cet terme a été donc créé par une féministe blanche qui a étudié en profondeur la théorie de race critique.
Ça a à voir avec le sexe, le statut social et ainsi de suite. Cette roue témoigne des expériences vécues qui pourront approfondir l'impact du comportement harcelant qui est dû au recours au pouvoir et aux privilèges. Nous n'avons pas le temps de creuser l'ensemble de ces éléments, mais il faut être à l'affût de tous ces éléments qui parfois ne nous permettent pas de reconnaître le comportement harcelant qui est en cours. On vous a inséré dans le lien de clavardage, un lien dans le clavardage. Parlons maintenant du consentement. Le consentement. Qu'est-ce que le consentement? En fait, c'est le sentiment de sécurité qui vient du fait de savoir que le consentement sera accordé avant de s'engager dans toute activité avec une autre personne. La sécurité vient également du fait de savoir que notre consentement sera respecté s'il est retiré. Donc, un accord, le consentement, c'est aussi un accord pour participer à une activité. Cela se produit quand vous demandez ou donnez la permission de faire quelque chose. Le consentement doit toujours être clair, donné librement et fondé sur une compréhension complète de la situation. Le consentement ne peut pas être présumé et il doit être donné sans pression, manipulation ou par la peur. Le consentement doit aussi être fait de façon continue et la personne qui le donne a le droit de le retirer à tout moment et ce, peu importe la raison. Donc, le consentement, ce n'est pas une absence de réponse par le silence. Le silence n'est pas un consentement. Ce n'est pas l'hésitation aussi, je ne sais pas. Donc, clairement, ça ne peut pas être traduit comme un consentement. Ça ne peut pas non plus être obtenir un consentement par la culpabilisation, la négociation ou encore menacer pour obtenir un oui. On ne peut pas non plus donner un consentement quand nous sommes en état d'ivresse. Donc, au quotidien, on pratique le consentement tout le temps, même si on n'en est pas toujours conscient. Puis-je te faire un câlin? Puis-je te prendre en photo? On utilise aussi le consentement quand on parle d'activité sexuelle. Donc, le consentement, ça nécessite une reconnaissance du pouvoir, en fait. Si quelqu'un cède à quelque chose à cause d'une pression ou de déséquilibre de ce pouvoir, ce n'est pas du consentement, parce que cela n'a pas été donné librement et ce n'est pas considéré comme tel. Donc, si je te dis, par exemple, donne-moi une bouchée de ta sandwich, est-ce que je suis ton ami? Tu peux dire oui ou non, même si tu as envie de partager ou tu n'as pas envie. Mais si je suis ton patron, là, c'est différent. Et en quoi c'est différent? C'est différent parce que si c'est moi qui décide, si vous obtenez une promotion ou les horaires dont vous avez besoin, je parle du patron, bien, si je vous fais clairement comprendre par mes mots, mon attitude, que si vous ne me donnez pas votre sandwich, bien, vous risquez d'être licencié. Le fait que vous me donnez votre sandwich ne constitue pas un consentement parce que ça sous-entend une menace. Donc, si vous dites oui à quelqu'un uniquement parce que vous pensez qu'il peut vous apporter quelque chose, ce n'est pas du consentement. Maintenant, on se ramène dans le syndicat, les mêmes règles s'appliquent. Si je fais partie de l'exécutif de la section locale et que j'ai dit ou laissé entendre que je peux vous rendre la vie difficile au sein du syndicat, ce n'est pas considéré comme un consentement parce qu'il n'a pas été donné librement. En tant que syndicaliste, on pourrait être plus confortable de parler d'harcèlement dans un contexte professionnel. Nous comprenons qu'il incombe à l'employeur de garantir un milieu de travail exempt de harcèlement. Nous avons des lois et des conventions collectives qui établissent des règles et des responsabilités. Mais que signifie parler du harcèlement dans le milieu syndical? Nous aimerons que vous preniez un moment pour ajouter dans le clavardage ce que vous pensez de la question suivante.
Quels défis particuliers surgissent lorsque l'on tente de nommer ou de dénoncer du harcèlement au sein d'un syndicat, surtout lorsque cela implique des membres ou des dirigeants? Donc, quels défis particuliers surgissent lorsque l'on tente de nommer ou de dénoncer du harcèlement au sein d'un syndicat, surtout lorsque cela implique des membres ou des dirigeants? Veuillez, s'il vous plaît, partager vos réponses. Il n'y a aucune réponse, il n'y a pas qu'une réponse juste ici. On vous donne un moment de partager, on va en discuter par la suite. Juste vous rappeler, une fois que vous partagez de quoi dans le clavardage, on le reçoit en tant que hôte de la session. Merci de votre partage. On peut maintenant regarder, examiner ce qui a été soulevé dans le clavardage. Karina, donne la parole. Alors, on voit des commentaires excellents à ce sens. Je ne vais pas tous les lire, mais quelques exemples ici. On se fait cibler comme ennemi. On voit des commentaires comme quoi il y a des divisions qui se créent. On ne veut pas non plus se faire attirer de l'attention envers soi-même. Qu'est-ce qui arrive si l'harceleur est une personne populaire? On voit aussi si votre superviseur est aussi impliqué dans cette situation d'harcèlement, ça peut affecter vos fonctions au sein du syndicat, que vous pourriez vous faire identifier comme une personne problématique. Il y a aussi toutes ces questions entourant la preuve. Oui, vous voyez, des fois, c'est difficile à prouver. Effectivement, on va se faire demander de prouver effectivement que vous êtes victime d'harcèlement. On pourrait voir un favoritisme émerger. Certains membres ne veulent pas se faire nommer. Il pourrait y avoir des représailles de la part de quelqu'un dans une position d'autorité. Si, par exemple, si c'est la personne préférée de la gestion, si vous vous fassiez étiqueter comme quelqu'un qui est difficile, avec qui on ne peut pas tenir des bonnes relations professionnelles, et bien sûr, il y a les risques de dénoncer quelqu'un qui y sont associés. Merci, Karina, d'avoir partagé ces contributions des participants et merci de votre partage. Le harcèlement nous divise et affaiblit la solidarité. Alors, nous pensons que, en fait, si vous pensez que signaler le harcèlement nous divise, il faut regarder l'enjeu d'un autre point de vue différent. C'est le harcèlement qui nous divise. Si on dénonce, on peut se faire accuser de diviser des membres et nous voulions créer une culture où ce n'est effectivement pas la manière dont on voit les choses. On s'attend à ce que notre syndicat soit plus sécuritaire. Nous avons un code déontologique et un énoncé d'égalité, mais des fois, ça peut vous causer de la confusion quand vous voyez quelqu'un qui agit de cette manière qui serait pas supposé agir de cette manière. Alors, Yanni, je vous donne la parole parce qu'on va parler d'autres stratégies d'intervention. Merci, Liz. Et maintenant, on va en discuter de notre réponse au harcèlement. Nous avons examiné ce que signifie le harcèlement et l'importance du consentement lors des événements du SCFP. Souhaitons maintenant évaluer dans quelle mesure les gens se sentent à l'aise d'intervenir lorsqu'ils sont témoins d'un comportement harcelant. Et voici, on va avoir un autre sondage Zoom. On va vous demander ici, dans quelle mesure êtes-vous à l'aise d'intervenir lorsque vous êtes témoin d'un comportement harcelant? Je vous donne un autre 10 secondes pour répondre. Je vous remercie tous et toutes de votre participation. On voit ici que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'intervenir. C'est normal. C'est quelque chose qui peut provoquer énormément de peur. C'est normal d'en avoir peur, surtout dans un milieu syndical. Et il y a beaucoup d'entre vous qui assistent à un congrès de la première fois. On est supposé tous être des collègues, des confrères et des consoeurs. Lorsque nos collègues interviennent, cela peut nous aider à nous sentir en sécurité car cela nous montre que les gens veillent sur nous. Lorsque nous nous exprimons, lorsque nous interrompons un comportement, nous disons, je te vois,
je t'apprécie, ta sécurité et ton bien-être m'importent. Donc, nous allons maintenant discuter des 5 stratégies d'intervention. On parle d'intervention communautaire dans cette formation et vous pouvez utiliser ces stratégies-là pour soutenir une personne victime d'harcèlement. Nous appelons les 5 D, donc distraire, déléguer, documenter, différer et faire un délai. Vous pouvez distraire, déléguer, documenter, différer et diriger, pardon. Vous pouvez utiliser n'importe quelle de ces méthodes pour soutenir une personne victime d'harcèlement. Tout le monde peut se servir de ces stratégies. Elles sont conçues pour être aussi sûres que possible et ne pour pas aggraver les situations. Donc, avançons. On a un premier D, c'est distraire. Votre objectif est d'interrompre le comportement abusif en faisant quelque chose qui détourne l'attention de ce qui se passe. Vous n'avez pas à aborder le comportement, simplement de le détourner. Donc, en voici quelques exemples. Vous pouvez poser une question à la personne qui commet l'acte abusif, des questions telles que « Savez-vous à quelle heure débute la séance demain? » Ou demander à la personne victime d'agression, par exemple, « Pouvez-vous m'aider dans l'autre pièce? » Ou faites preuve de créativité. Trébuchez, renversez votre café, simulez tout. Ou simplement chercher une manière de mettre fin à la conversation. Ensuite, le deuxième D, déléguer. Merci, Yami. Donc, le deuxième D pour déléguer. Déléguer si vous ne vous sentez pas à l'aise ou en sécurité d'intervenir. Puis à ce moment-là, demandez à quelqu'un de le faire avec vous. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Donc, cherchez quelqu'un à proximité qui est prêt et aussi qui est disposé à vous aider. Par exemple, un membre du syndicat en qui vous avez confiance ou encore une personne qui occupe un poste d'autorité lors de l'événement. Alors, expliquez-lui ce que vous avez observé et comment vous souhaitez qu'il vous aide. Soyez précis. Que diriez-vous de déléguer en appelant la police? À moins qu'une personne ne soit en danger immédiat, on ne recommande pas d'appeler la police immédiatement. Appelez par contre si vous avez vérifié auprès de la personne harcelée puis qu'elle vous a explicitement demandé de le faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se sent en sécurité lorsque la police intervient. Je m'explique. Dans certaines communautés, en particulier les communautés autochtones, noires et à faible revenu, il y a un historique de harcèlement, un historique de violence et de décès aux mains de la police. Donc, il est possible que la personne que vous essayez d'aider pourrait encore être plus blessée par la police elle-même. Maintenant, le troisième D pour documenter. Je passe maintenant la parole à Yami. Merci, Chantal. Le troisième D signifie documenter. Donc, enregistrez l'événement ou prenez des notes à son sujet. Si personne d'autre ne vous aide, commencez par les 4 autres étapes de l'intervention. Le lieu, l'heure, les détails sont utiles à cette étape. Donc, voici les étapes à suivre pour documenter. Le consentement. Il faut d'abord demander à la personne qui a été victime avant d'agir sur la base de ce que vous avez documenté. Notez ou envoyez-vous par SMS les détails. Quand, où, qui, pourquoi, comment. Enregistrez une vidéo ou un fichier audio sur votre téléphone. Si vous vous sentez en sécurité, envisagez de donner vos coordonnées à la personne victime pour qu'il ou elle puisse vous contacter plus tard si nécessaire. Ne publiez jamais rien en ligne sans l'autorisation de la personne victime. Ensuite, allons au 4e D. Merci, Yami. Le 4e D pour délai, puis en fait, c'est si vous ne vous sentez pas en sécurité pour intervenir ou encore pour demander à quelqu'un d'autre d'intervenir immédiatement, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas aider non plus. Mais vous pouvez rester à proximité.
Prendre des nouvelles de la victime dès que la situation est sécuritaire. Demandez-lui si elle va bien. Faites-lui savoir que vous avez vu ce qui s'est passé et que c'était inacceptable. Demandez-lui si vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre, comme par exemple en restant à ses côtés pendant qu'elle appelle l'ombudsperson. Laissez toujours la victime décider de la manière dont vous pouvez l'aider. C'est ce qui est important. Maintenant, nous allons terminer avec le 5e D, qui est intervention directe. Alors, je te repasse la parole, Yami. Oui, merci Chantal. Parfois, nous pouvons ressentir le besoin de dire quelque chose directement à propos de ce qui se passe. C'est le plus risqué des 5D car cela pourrait aggraver la situation de la personne concernée. Et il se peut qu'elle ne veuille même pas que vous interveniez. Donc, procédez donc avec prudence. Tout d'abord, assurez-vous qu'il est sécuritaire de dire quelque chose et d'intervenir. Ensuite, demandez-vous si votre intervention permettrait de calmer les choses ou si elle risque de les aggraver. Ensuite, soyez bref et direct. Dites à la personne ou aux personnes qui causent du tort d'arrêter et demandez à la personne qui subit le préjudice si elle va bien. Et ne vous laissez pas entraîner dans la dispute. Une stratégie pour faire preuve de comportement direct, c'est d'utiliser des phrases commençant par le « je ». Par exemple, « Je me sens mal à l'aise. Arrêtez, s'il vous plaît. » N'oubliez pas d'être prudent. Évaluez la situation et gardez la sécurité à l'esprit. Nous ne voudrons surtout pas que vous vous blessiez en essayant d'aider quelqu'un. Tentez toujours de trouver un moyen de résoudre la situation sans vous mettre en danger. Et là, on parle de vous ou quelqu'un d'autre potentiellement. Distraire est la plus sûre des 5 stratégies. N'oubliez pas que ce n'est pas votre rôle d'éduquer à ce moment-là. Le bien-être de la personne qui est ciblée, selon vous, est ce qui importe le plus. Merci Chantal Legani. Et merci d'avoir tous et toutes participé à cette session. Notre objectif, c'est que le congrès se déroule dans un esprit réciproque de solidarité et de respect. Nous espérons que cela vous a sensibilisé davantage au harcèlement dans le cadre syndical et vous a donné davantage de confiance pour intervenir lorsque vous êtes témoin d'une situation inacceptable. Si pendant cet événement, vous êtes victime d'harcèlement ou d'un comportement inapproprié, on parle du congrès bien sûr ici, l'ombudsperson peut vous aider à trouver une solution. Communiquez avec l'ombudsperson à l'aide d'un code QR à l'écran. Et vous le voyez ici, mais il va se retrouver dans l'application et à d'autres endroits lors du congrès. Le code QR peut être utilisé tout simplement en dirigeant la caméra de votre téléphone intelligent et ensuite il va avoir une notification et vous allez pouvoir suivre cette notification pour aller à un lien pour compléter un rapport. L'information sur comment communiquer avec l'ombudsperson est aussi dans vos kits en tant que membre. Nous sommes tous responsables de la création d'espaces plus sûrs au sein de notre syndicat. Merci d'avoir pris le temps et de discuter avec nous, de participer à la session. Nous faisons tout notre rôle pour renforcer la SFP et rendre les espaces syndicaux plus sûrs. Bon congrès. Merci. Je voulais préciser que le code QR sera actif pendant les heures du congrès, mais avant cela, si vous cliquez là-dessus, un écran paraîtra indiquant que le code QR n'est pas encore actif. Merci tout le monde. On vous souhaite tous et toutes une bonne continuation, tout ce qui reste de votre journée. Merci d'avoir participé à cette présentation et comme vous pouvez le constater, et ça provient de Hoggins qui est fiduciaire ou syndic plutôt ici, sur les terres non cédées.
Anishinaabe, Ottawa, mobiliser les gens sera difficile. Tout le monde veut se concentrer sur sa vie personnelle et sa famille. Mais si vous refusez d'agir quand c'est inconfortable, alors vos valeurs sont une question de convenance et non pas de principe. Ça, c'est Laura Evans, commissaire scolaire, première commissaire scolaire aux vêtements trans au Canada. Merci d'avoir participé à cet événement et profitez de ce qui reste de votre journée. Merci pour votre présence en ce beau samedi après-midi ou matin. Bonne journée.